Interface, un nouveau numéro de votre émission, messieurs et dames. Bonsoir à toutes et à tous. Vous nous suivez de partout à travers le monde, tout au long de cette cavalcade socio-politique. Nous allons revenir sur ces débats concernant la circulaire de la ministre Rosa Mutombo. Vous vous souvenez bien, cette circulaire est rendue publique le mois passé concernant la peine des morts en République démocratique du Congo, des modalités et puis des infractions commises concernées ont été bien énumérées, élaborées dans cette circulaire de la garde des Sceaux de la République démocratique du Congo, Madame Rosa Mutombo. Mais aujourd'hui, des révélations à ces débats. Chaque jour qu'on réveille, on parle des détournements des deniers publics dans notre pays, les gens qui volent, qui détournent l'argent de l'État. La nécessité aujourd'hui d'élargir la circulaire de Madame Rosa Mutombo dans la mesure du possible, d'intégrer même cette catégorie d'infractions concernant les vols ou bien les détournements des deniers publics en République démocratique du Congo, parce que ça n'est de trop. C'est devenu comme une chanson, la chanson que les élèves chantent tous les jours aux écoles. Chaque jour quand vous réveillez, on parle tel a détourné, tel a détourné. Question de mettre de la rigueur, une rigueur un peu colossale dans cette manière. Ça veut dire, si on arrête quelqu'un, on identifie quelqu'un, la justice le condamne comme un détourneur, il doit subir le même sort avec quelqu'un qui est accusé de la haute trahison ou encore de la trahison en République démocratique du Congo. La nécessité aujourd'hui, est-ce que c'est important d'élargir cette circulaire pour essayer de diminuer cette manière de faire les choses qui n'aide pas la République démocratique du Congo de se développer ou d'avancer. On en parle dans cette émission avec notre invité. Mais aussi, on va revenir sur la condamnation de l'ancien ministre des hydrocarbures, cadre du parti politique PPRD de Joseph Kabila, qui d'ailleurs a été suspendu par les autorités de ces partis, monsieur Moussa Mondo, qui a été condamné à 20 ans de prison pour coups et blessures, amenant sa femme, la malgache, à la mort aujourd'hui. D'autres révélations aujourd'hui se pointent dans la division des réseaux sociaux. On parle de monsieur le secrétaire général du ministère de budget, Pierrot Sano, qui serait plutôt à la base de la mort de cette dame. Mais si ça arrivait qu'on puisse aujourd'hui laver le ministre, l'ancien ministre des hydrocarbures, Moussa Mondo, est-ce que ce dernier sera indemnisé à combien? Qui doit l'indemniser? Est-ce que c'est la justice congolaise qui l'a condamné, ou bien c'est la famille de cette dame, la malgache, qui est à l'au-delà aujourd'hui? Des questions qui méritent d'être posées, des réponses tout à l'heure avec Maître Cédric Ntumba. Salut Maître, bienvenue une fois encore. Merci beaucoup Monsieur Daniel Roland, fortement ravi de vous rencontrer une fois de plus sur votre plateau. Merci. Alors Maître Cédric, d'entrée déjà on va commencer avec cette thématique concernant l'ancien ministre des hydrocarbures, Moussa Mondo, condamné aujourd'hui à 20 ans de prison. La fois passée, on avait évoqué ça dans l'émission qu'on avait tournée avec vous. Aujourd'hui, c'est la suite. Ça veut dire aujourd'hui, on a des nouvelles révélations qui se rencontrent au niveau des réseaux sociaux, où on parle de M. Pierrot qui serait à la base de la mort de cette dame. Aujourd'hui, d'abord, d'entrée de jeu, quelle analyse pouvez-vous faire de cet élément qui s'ajoute à ce dossier concernant la mort de cette dame, la malgache, l'ex-femme, si il faut le dire ainsi, de l'ancien ministre et cadre du PPRD, et Moussa Mondo? Merci beaucoup Monsieur Daniel Roland pour la question. Je crois qu'elle touche d'abord à la réputation d'une personne et bien entendu à son crédit dans la société. Parce que nous avons tous appris au travers de vidéos qui sillonnent bien entendu les réseaux sociaux, TikTok, Facebook et autres, qui révèlent, en tout cas entre guillemets, que monsieur le secrétaire général au budget Pierrot Nsanamoko serait bien entendu, n'est-ce pas, à la base du mobile qui avait animé monsieur Moussa Mondo
a administré les coups sur sa femme, lesquels ont emporté sa mort. Mais bien entendu aussi, monsieur Daniel, si cette question m'est posée, je crois bien que ma réponse peut être justifiée par le fait que le secrétaire général est d'abord un père de famille, voilà, n'est-ce pas, et une autorité dans l'administration centrale, et qu'à ce titre, il se doit, en tant que secrétaire général, même aussi des citoyens, se doit d'extirper dans l'imaginaire du collectif la perception de l'étiquetage que monsieur Roger les combattants, parce que on parle toujours Roger, on connaît pas bien les noms, mais les noms c'est Roger, mais vulgairement appelé Roger les combattants, cherche à coller bien entendu à sa peau et devra aussi à tout prix préserver sa dignité, son honneur, sa personnalité face aux conspirateurs et instigateurs en mal de positionnement qui cherchent bien entendu à l'exposer au mépris du public. Et c'est en tout cas avec stupéfaction que moi personnellement j'ai vu ces vidéos qui révèlent cette cause-là. Et ces vidéos, comme je l'ai dit tantôt, ça dit que le secrétaire serait impliqué, n'est-ce pas, dans les mobiles qui a animé le monsieur Moussa Mondo à faire ainsi. Et si j'ai suivi, n'est-ce pas, j'ai suivi les procès, j'ai essayé aussi de jeter en tout cas une oreille considérable sur ce que me disait monsieur Moussa Mondo, mais ce que j'apprends dans les réseaux sociaux, en tout cas, me pousse à conclure que ce que révèle monsieur Roger le combattant sur ces messieurs, en tout cas le secrétaire général Obidje, est bien entendu fait par un monsieur sans foi ni loi, sans vergogne. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que il jette d'ordures. Au-delà de jeter d'ordures, il sape bien entendu sa personnalité en les jetant du discrédit, sous prétexte qu'il serait activement impliqué dans la cause ou les mobiles proches ou lointains en tout cas, ayant concouru à la mort de l'épouse de monsieur Moussa Mondo. Et au nombre de faits que j'ai entendus dans ces vidéos-là, j'ai appris que au nombre de faits figure le prétexte sur l'intégration de fictifs, n'est-ce pas, Obidje, et il fait croire aussi à l'opinion publique que le secrétaire général chosifie bien entendu les femmes en s'amourachant avec quiconque, sans compter certaines élucubrations totalement déconcertantes qu'il révèle, mais dont je ne préfère pas trop m'y jeter considérablement, oui, justement en raison de leurs incohérences et leurs invraisemblances. Mais néanmoins, sur la cause bien entendu du procès, qui a débouché à la condamnation de monsieur Moussa Mondo à 20 ans d'emprisonnement, une condamnation contre laquelle il a effectué un appel, de sorte que le juge d'appel puisse revoir sa décision. Je m'en vais justement revenir sur la cause réelle. Vous savez, monsieur Daniel Roland, il se relate bien entendu, comme je l'ai appris, que la cause qui a amené, n'est-ce pas, la mort de monsieur là, je ne veux pas vendre l'illusion. Moi en tout cas, je veux dire des choses telles qu'ils sont. En fait, monsieur Moussa Mondo fut entendu sur le procès verbaux au niveau du parquet bien entendu, quoique la procédure mais qui a débouché à sa condamnation a été menée par voie de flagrance, n'est-ce pas, en matière de flagrance. Il a été aussi entendu par le tribunal qu'il a jugé, mais nulle part dans le procès verbaux sur lequel il fut entendu ou il fut auditionné, il a dit que le mobile qu'il aurait poussé à tuer ou à administrer les coups, ce serait bien entendu le fait qu'il ait trouvé des messages amoureux ou des messages présentant un lien amoureux entre le secrétaire général Obidje, M. Pierrot Kentana, et lui-même, n'est-ce pas, et sa femme. Il a d'ailleurs, bien au contraire, dit que à un moment ou à un autre, ni sa femme ni lui utilisaient le téléphone, et que sa femme serait d'ailleurs en train d'utiliser le Facebook, n'est-ce pas, de sa sœur. Ça prouve à suffisant, parce que si monsieur Daniel Roland, si c'est lui qui est à même de faire, de dire les choses telles qu'ils se sont faites, qui serait Roger le combattant pour dire le contraire de ce que l'auteur prétend?
Voyez-vous? Donc, il y a tout à fait certaines équilibrations qui dénotent un certain mensonge cousu de fil blanc, n'est-ce pas, que révèle ou que fait sillonner Monsieur Roger les combattants. Puisque moi, je m'en vais bien entendu me fier sur ce qui a été fait dans le droit et non c'est ce qui s'est dit sur les réseaux sociaux, parce que à l'ère du tout Internet, Monsieur Daniel Roland, le silence parfois de la victime en matière de diffamation fait confirmer sa thèse. Voyez-vous? Mais néanmoins, comment... Là vous faites allusion au silence du secrétaire général au budget. Bon, il n'est pas non plus obligé de réagir. Ça, c'est évident. Pourquoi? Parce que le secrétaire général au budget, sachant bel et bien que non seulement que dans le procès qui a été tenu, son nom n'était pas cité, mais aussi sachant que même sur le PV sur lequel le monsieur fut entendu, il a révélé la cause qui est tout autre. Pourquoi, en tant qu'autorité de l'administration centrale, qu'il puisse se fier à l'illusion que vend, n'est-ce pas, monsieur Roger le combattant? Voyez-vous? Donc, je pense que nous, en tant que peuple, en tant que citoyens bien entendu aguerris, lorsque nous avons dans un procès qui se tient une personne condamnée et qui d'après lui révèle qu'il n'a jamais administré les coups à sa femme, même si on peut nous dire que en réalité la cause cachée de la mort ce serait justement ces coups-là, mais dans les enquêtes qui ont été menées, n'est-ce pas, rien n'a été dit que le mobile proche ou lointain ou la cause réelle, n'est-ce pas, de ces coups serait bien entendu le lien amoureux qui existerait entre le secrétaire général au budget Pierrot Nketsana Moko avec la femme, n'est-ce pas, victime de monsieur Moussa Mondo. D'ailleurs, je m'en vais ajouter une chose, c'est que si réellement cela était le cas, on l'aurait aussi entendu de la bouche de monsieur Moussa Mondo. Et il n'a pas dit ainsi. Et je crois à suffisance de conviction que monsieur Pierrot Nketsana n'a jamais soupçonné l'existence de la femme de monsieur Moussa Mondo. Je vous relance pardon, maître. Et au nom de sa réputation, est-ce que monsieur Nké Pierrot peut aujourd'hui aussi porter plainte à l'égard des... Comment il s'appelle? Comment? Moussa Mondo. Non, la femme. Non, l'autre monsieur. Mais c'est Pierrot Nketsana. Non, l'autre monsieur. Le monsieur qui cite les noms des messieurs. Roger les combattants. Roger les combattants. Est-ce qu'il peut porter plainte contre lui justement pour laver son image? Oui, vous avez amplement raison. Comme toute personne, vous avez la réputation ne s'achète pas. La réputation ne s'achète pas, et donc le secrétaire général au budget doit nécessairement préserver son crédit dans la société, parce que il est père et aussi il est une autorité. Alors en tant que tel, je crois bien que Roger le combattant vend l'illusion sur la cause ou les mobiles réels de la mort de la femme de Moussa Mondo, parce que Roger le combattant est amplement appuyé par les conspirateurs, n'est-ce pas, les gens qui conspirent contre le secrétaire général au budget Pierrot Nketsana, qui cherchent bien entendu à concocter ces mécanismes pour mettre le secrétaire général en dehors de tout crédit que la société peut lui donner. Mais à la question, n'est-ce pas, posée, il est tout à fait normal que vous soyez à l'étranger ou en République démocratique du Congo, lorsque vous sapez la personnalité d'un agent, lorsque vous jetez sur la personne du secrétaire général au budget un peu d'ordure sur sa personne, vous sapez sa personnalité, il est à même et il est dans le droit de vous accuser en justice pour diffamation, ok? Et il peut vous accuser en justice pour diffamation et imputation dommageable. C'est condamnable pour combien de... Je crois que c'est moins d'une année, mais l'essentiel... Avec l'indemnisation. Exactement, ce qui compte beaucoup plus, c'est justement l'indemnisation, parce que monsieur Roger le combattant se croit être intouchable en vendant l'illusion, même sans éléments probants, sans éléments objectifs. Il dit, bon, écoutez, il faut mettre à nu, parce qu'il y a des gens parfois qui se constituent conspirateurs pour concocter le mal contre quelqu'un. Et pour ce faire, ils se disent, bon, au regard du niveau de la personne, il vaut mieux qu'on puisse l'attaquer avec
en jetant d'ordures sur sa personne, en sa personnalité. Or, l'honneur et la réputation ne se vont pas. C'est pourquoi le code pénal protège bien entendu, n'est-ce pas, certaines personnes contre de faits qui peuvent ou qui pourraient se révéler faux. Et donc la fausseté tient à quoi? Tient bien entendu à partir par le fait que vous vendez l'illusion sur de faits pour emporter la conviction du monde que telle personne ou telle autre serait impliquée dans le fait qui a débouché, a conduit la mort de telle dame, alors qu'en réalité la vérité est tout autre. Vous voyez, la vérité s'inscrit par quoi? À partir du moment où vous avez le procès verbal sur lequel M. Moussa Mondo fut entendu et qu'il dit n'être pas impliqué dans la mort de sa femme, même si nous, en tant que citoyens, nous avons vu les photos sillonner les réseaux sociaux où sa femme avait des plaies, ce qui prouvait à suffisance qu'il y avait bien entendu des coups, mais il n'a à tous les moins pas dit que les causes qui ont conduit à ces coups-là, ce serait bien entendu les liens amoureux de messages trouvés dans son téléphone. Encore, avant de trouver les messages dans les téléphones de quelqu'un, pour prétendre que celui-là serait en lien amoureux avec tel, il faut d'abord que les deux personnes se soient connues. Mais je ne veux pas faire la défense du secrétaire général, mais je m'en vais justement dire que madame, la femme de Moussa Mondo, c'est une épouse mariée. En tant que telle, elle est malgache, elle est mariée. Il y a une multitude de femmes au Congo. Donc, le secrétaire général, il est à même d'actionner au pénal tout comme au civil, n'est-ce pas? C'est-à-dire faire une assignation en dommages et intérêts contre le conspirateur qui instigue Roger le combattant à saper sa personnalité, à jeter à sa personnalité d'ordures et à lui jeter les déshonneurs. Alors, aujourd'hui, si ça arrivait que la justice congolaise puisse faire la meilleure culpa, ça veut dire acquitter Moussa Mondo, qu'est-ce qui va se passer après, maître Cédric? Bon, en fait, en réalité, Moussa Mondo est un Congolais. Lorsque M. Daniel Roland, on accuse Moussa Mondo en justice et qu'on le condamne comme on l'a fait à 20 ans d'emprisonnement, vous savez, en tant que citoyen, il a droit à la présomption d'innocence. Et la présomption d'innocence fait en sorte que même si on vous a condamné, n'est-ce pas, vous avez toujours droit à faire un recours contre le jugement qui vous a condamné. Mais il importe de savoir qu'il y a une certaine présomption de vérité légale ou présomption de vérité judiciaire. Lorsqu'un juge a prononcé son verdict, n'est-ce pas, lata sententia iudex ex decinit iudex, c'est-à-dire les juges, quand ils prononcent son verdict, il s'est dessaisit, il ne peut plus rien. Alors du coup, il faut que celui qui, n'est-ce pas, prétend être préjudicié du fait de ces jugements ou qui a une vérité contraire puisse faire un recours. Et le dit recours, c'est bien entendu l'appel ou l'opposition à défaut lorsque la condamnation a été prononcée à son défaut. Mais dans les cas d'espèce, lorsque M. Moussa Mondo s'est trouvé condamné, il a fait appel, n'est-ce pas? Et en faisant appel, il se pourrait que le juge d'appel puisse prendre deux mesures, n'est-ce pas? Soit il les condamne, soit il confirme le jugement qu'il a condamné, soit, n'est-ce pas, il réduit, n'est-ce pas, il émousse considérablement la peine à laquelle, n'est-ce pas, le monsieur est condamné. Si par exemple, le monsieur est condamné à 20 ans d'emprisonnement, le juge congolais peut, n'est-ce pas, émousser par voie avec des circonstances très atténuantes, n'est-ce pas? Quand ici il estime qu'il y a eu des circonstances atténuantes, le juge congolais peut bien entendu émousser ou réduire, n'est-ce pas, la peine à laquelle M. Moussa Mondo est condamné. Et le juge congolais, si il estime aussi en appel que M. Moussa Mondo n'est ni de près ou de loin, n'est-ce pas, impliqué à la cause qui a conduit, n'est-ce pas, la mort de sa femme, le juge congolais pourrait aussi l'acquitter. Mais à votre question, d'après laquelle, s'il est acquitté, qu'adviendrait-il? La réponse serait simple, c'est que il ne va pas attraire la famille de la dame en justice, n'est-ce pas? Parce que les actes d'instruction, les actes de procédure, posés à l'issue d'une procédure ou d'une action pénale, sont faits par le ministère public. Voyez-vous? Et donc, lorsqu'on arrête quelqu'un, le devoir d'arrêter, même si c'est lui qui a accusé,
c'est bien entendu la victime directe ou la victime par ricochet, mais si le fait pour lequel le prévenu est accusé se révèle en tout cas faux ou débouche ou conduit à un acquittement, à son acquittement, c'est que le juge, la victime, n'est-ce pas, de la détention illégale ou de l'arrestation arbitraire ne va pas s'attaquer directement à ceux qui étaient à la base de cette action. Mais il ne va pas non plus accuser le ministère public ou le parquet qu'il a arrêté en justice. Si j'ai dit qu'on ne va pas arrêter la famille de la victime, c'est justement parce que la plainte que fait par exemple la famille de la victime contre M. Moussa Mondo, lorsqu'elle est rédigée et elle est faite, elle est déposée, elle ne doit pas conduire forcément à la restriction de la liberté individuelle de M. Moussa Mondo. Voyez-vous? Parce que l'arrestation, la privation de la liberté, la restriction de la liberté, elle est tributaire de l'appréciation de l'autorité, c'est-à-dire de l'appréciation du maître de l'action publique. Or, dans les cas d'espèce, lorsque vous accusez Moussa Mondo en justice, vous êtes la famille de la victime, vous faites une plainte, on arrête. Il se peut qu'on ait arrêté sans plainte parce que le ministère peut aussi se saisir d'office sur une action. Mais au cas où il y a eu une plainte préalable à l'arrestation, M. Moussa Mondo, à son acquittement en appel, ne va pas s'attaquer ou s'en prendre à la famille de la victime, la famille malgache, non. Il peut simplement faire une action en réparation et dommages et intérêts du fait de la détention illégale ou des arrestations arbitraires. Parce que lorsqu'il y a un jugement d'acquittement, cela laisse transparaître à l'idée que le temps passé à la détention était irrégulier, était illégal. Alors du coup, il serait mieux qu'il puisse bénéficier des dommages et intérêts. Sous peu, vous avez ouï dire qu'il y a un monsieur qui aurait, bien entendu, bénéficié de 27 millions de dollars par le fait d'une condamnation, n'est-ce pas, par une juridiction belge qui a condamné la RDC parce qu'il avait, sous l'égide de Laurent Désiré Kabila, été condamné, été détenu irrégulièrement à la prison centrale de Makala. Voyez-vous? Donc, si cela s'est fait ainsi, c'est parce que toute personne qui est condamnée peut toujours bénéficier d'une réparation du fait, d'une réparation du préjudice causé par la détention illégale ou irrégulière. Peut-être pour chuter sur la question, c'est que M. Moussa Mondo, dans les cas d'espèce, en appel s'il est acquitté, il peut d'ailleurs, n'est-ce pas, faire une action reconventionnelle contre ceux qui l'ont fait arrêter. Mais j'ai bien précisé que si on vous condamne de suite d'une plainte faite par quelqu'un, vous n'allez pas faire du coup une action en dénonciation calomnieuse. Voyez-vous? Parce que l'action en dénonciation calomnieuse, ça suppose bien entendu que le fait pour lequel nous avons accusé quelqu'un en justice, ce sont des faits qui se sont révélés faux. Mais bon à retenir que même si ces faits se sont révélés faux, ou ces faits ont conduit à un acquittement, il faut savoir que les actes d'instruction et de détention ne relèvent pas de la pression souveraine de celui qui accuse. Alors, c'est pourquoi, lorsqu'on arrête quelqu'un, on le détient, n'est-ce pas, et on le condamne. Lorsque l'acquittement vient, n'est-ce pas, par les juges d'appel, ce n'est pas le ministère public qui répond, puisque, Monsieur Daniel Roland, je m'en vais vous préciser une chose, que le ministère public ou le parquet est irresponsable des actes qu'il pose. Voyez-vous, c'est la loi qui lui donne pouvoir d'arrêter. Mais quand il arrête, si l'arrestation n'est pas fondée, vous pouvez faire, bien entendu, vous pouvez faire une citation directe, vous pouvez faire une plainte aussi contre le même ministère public, contre l'OPJ qui vous a arrêté pour arrestation arbitraire ou détention illégale. Ça, c'est normal. Mais vous n'allez pas vous en prendre sur celui qui vous a accusé. Parce que c'est vrai que la plainte est un acte indispensable et préalable qui a débouché à votre acquittement jusqu'à votre détention jusqu'à la condamnation. Mais
la restriction de votre liberté dépendait forcément de l'appréciation du ministère public. Donc, le ministère public, il est le représentant de l'État. Lui, il pose des actes au nom et pour les comptes de l'État. Et quand il pose des actes, c'est l'État qui est responsable. Voyez-vous? Et donc, dans les cas d'espèce, s'il est acquitté et qu'il faisait une assignation contre la République démocratique du Congo, assignation en réparation de dommages et intérêts, rassurez-vous que la RDC sera condamnée, mais cette fois-là, peut-être pas avec des dommages et intérêts colossaux comme on l'a appris, de 27 millions de dollars, non, tout dépend de l'appréciation du juge devant lequel, n'est-ce pas, il serait pour solliciter le dommage. Dans ce cas, si je comprends bien, si c'est là arrivé, ce n'est pas la justice congolaise qui va... non, la famille de la dame qui est morte, la famille de la dame malgache qui va indemniser M. Moussa Mondo, mais plutôt la justice congolaise qui sera dans l'obligation de l'indemniser. Exactement, M. Daniel Roland. Lorsque quelqu'un est condamné et qu'il venait à être acquitté de suite d'un jugement, alors il ne va pas s'en prendre à la famille, n'est-ce pas, à la famille victime par ricochet qu'il avait bien entendu attrait en justice, mais il va s'en prendre à l'État congolais, voyez-vous, pour le réparation et dommages et intérêts. Et si aussi... Réparation, dans ces cas, on note on constate qu'il y avait erreur. Erreur dans la condamnation. Oui, exactement. En fait, lorsque on accuse quelqu'un, c'est sur le fait. L'accusation repose sur le fait. Et lorsque ces faits-là ne se révèlent pas vrais, ou le juge venait à tirer, n'est-ce pas, de par son intime conviction, venait à tirer une conclusion que ce monsieur n'est pas impliqué dans la mort de sa femme et qu'il doit être acquitté, la victime de la condamnation illégale a droit de saisir la justice et de se faire payer les dommages et intérêts dus de la détention illégale ou irrégulière. Et la personne qui sera condamnée au paiement, ce n'est pas la famille, n'est-ce pas, par ricochet de la femme de Moussa Mondo, ce serait bien entendu l'État congolais. Mais peut-être ce qui se poserait avec complexité serait justement la question de savoir est-ce que Moussa Mondo serait-il à même, par voie de son acquittement, de faire une action en dénonciation calomnieuse, par exemple. Parce que lorsque vous accusez quelqu'un en justice et que cela aboutit à un acquittement, vous savez que l'acquittement là lui donne droit de saisir aussi le juge pour dénonciation calomnieuse, c'est-à-dire vous l'avez calomnié pour rien en justice, voyez-vous. Mais la dénonciation calomnieuse, c'est sur des faits bien entendu, mais il faut nécessairement, il y a des jurisprudences, il y a des décisions de justice en tout cas, qui révèlent à suffisance de motivation que dès lors qu'il y a arrestation par le ministère public, l'action contre la personne qui avait accusé n'est pas en tout cas nécessaire. C'est l'action ne va pas en réalité aboutir. C'est l'action contre l'État congolais peut être en dommage à intérêt. Et si Moussa Mondo n'obtenait pas gain de cause au niveau national avec la justice congolaise, avec l'État congolais, est-ce que il y a possibilité, ou bien c'est possible qu'il puisse aller accuser l'État congolais au niveau international? Ouais, en fait, en réalité, il faut dire que vous savez, nos juridictions à nous ne sont pas là que pour protéger l'État congolais. Parce que la RDC elle-même, en tant que pays, a des juridictions. Et dans la pyramide de juridiction de la RDC, M. Daniel Roland, se trouve dans l'ordre, 3 ordres juridictionnels, bien entendu. Il y a la Cour constitutionnelle, il y a les conseils d'État, n'est-ce pas? L'ordre administratif, chapeauté par les conseils d'État, et puis il y a l'ordre judiciaire, chapeauté par la Cour de cassation. Ok? Et dans le domaine dans lequel nous nous trouvons, bien entendu, sur le fait de Moussa Mondo, c'est que lorsqu'il est condamné, il se limite à la condamnation et la justice, il doit purger sa peine. Mais s'il venait à être acquitté, retenez bien que l'État congolais est aussi responsable. Vous savez, lorsque le texte national de la RDC disent que la RDC ou l'État congolais est responsable de faits commis par ses préposés, parce que les préposés sont qui? Les personnes qui agissent au nom et pour les comptes de l'État. Et donc, quand on dit que la RDC est responsable, c'est pour permettre aux juges aussi congolais de statuer sur le fait pour lequel il est saisi, même lorsque l'État congolais est impliqué, de les condamner aussi.
Voyez-vous, plutôt que d'aller vers une autre justice, je crois bien qu'il va se servir de notre justice parce qu'en présence d'un jugement d'acquittement, M. Daniel Rolland, le juge congolais, s'il est saisi d'une action contre l'État congolais, il n'a qu'à condamner aussi. Il y a plusieurs dettes intérieures qui sont payées du fait des condamnations parce que le juge congolais avait acquitté tel et de ces faits, la personne victime est partie en justice pour le dommage intérêt du fait de sa réparation. Alors, d'une thématique à une autre, on va parler cette fois-ci de la possibilité. Est-ce que c'est possible qu'aujourd'hui la circulaire concernant la peine de mort puisse être élargie concernant d'autres infractions telles que les détournements des deniers publics, parce que nous sommes fatigués à chaque jour qui passe. On nous parle qu'elle a détourné, tel a fait ceci, tel a volé l'argent de l'État, tout ça, tout ça. La meilleure manière pour l'État congolais de commencer à punir ce genre de personnes, à mettre de la rigueur, est-ce que peut-on utiliser la même circulaire sur la levée de la peine de mort en République démocratique du Congo pour punir ces genres de personnes? Maître Cédric, c'est d'abord la question que je pose d'entrée pour cette deuxième thématique. Aujourd'hui, on nous parle des détournements des deniers publics en tout moment. Tel ministre a fait ceci, tel gouverneur a fait ceci. Est-ce que la possibilité aujourd'hui, c'est possible aujourd'hui que cette circulaire de la ministre Rose Mutombo puisse être élargie concernant ces genres d'infractions, ça veut dire des détournements des deniers publics? Merci beaucoup, Monsieur Daniel Rolland. Je crois qu'il s'agit bien entendu de la note circulaire 002. Je vois MM, cabinet du ministre, du 13, bien entendu, mars 2024. Donc, en fait, Monsieur Daniel Rolland, je précise une chose. Nulle part, Madame la ministre Rose Mutombo a dit que les détourneurs de fonds publics seront passibles de la peine de mort. Je m'en vais justement expliquer ceci, Monsieur Daniel Rolland, que la circulaire n'est pas un acte, n'est-ce pas, qui pénalise le comportement criminel, de telle sorte que nous attendions d'elle l'institutionnalisation de certaines peines nouvelles, n'est-ce pas, ou nouvelles sur certains faits. Non. Et si cela était le cas, ça aurait bien entendu violé le principe de la légalité criminelle. Voyez-vous, Monsieur Daniel Rolland, le principe de la légalité aussi pénale. La légalité pénale renvoie bien entendu au fait qu'avant l'institution de toute peine, n'est-ce pas, en fait, l'institution de toute peine est tributaire à une disposition légale préalable. Donc, l'existence d'une peine, n'est-ce pas, ne peut être effectuée que par une loi. Voyez, et l'existence d'un crime ne peut être, n'est-ce pas, ne peut l'être que par une loi. Voyez-vous, Monsieur Daniel Rolland. Et donc, Madame la ministre de la Justice, au travers sa circulaire, elle est venue justement lever le moratoire sur l'exécution. Voyez-vous, ça veut dire ceci, que par le passé, on n'exécutait plus la peine de mort. Alors, comme on ne l'exécutait plus, elle est venue pour lever, n'est-ce pas, la suspension de l'exécution. Donc, à compter d'aujourd'hui, on peut exécuter la peine de mort. Seulement, une autre précision, c'est qu'elle a déterminé le fait sur lequel porterait bien entendu, l'exécution de cette peine de mort. Ça veut dire que lorsque le juge vient à condamner un délinquant à la peine de mort, puisque je dois préciser, Monsieur Daniel Rolland, que par les passés, nulle part, aucun texte ne suspendait le prononcé de la peine de mort. La peine de mort, elle est instituée par une loi, n'est-ce pas? La suspension du prononcé ne peut intervenir que par une loi. Mais seulement, la suspension de l'exécution ne peut pas intervenir par une loi. Parce que l'exécution de la peine, n'est-ce pas, est du domaine réglementaire. Alors, lorsque la ministre de la Justice vient lever l'exécution, vient lever la suspension, ça veut justement dire que, à partir de ces moments, excusez, à partir du 13 mars 2024, elle adresse sa circulaire à ceux qui sont appelés à exécuter la peine de mort, c'est-à-dire le ministère public, n'est-ce pas? Qui est appelé à exécuter, parce que vous devez savoir, Monsieur Daniel Rolland, qu'il y a des peines qui ne sont pas exécutées par le parquet.
la peine d'amende n'est pas exécutée par le parquet. La peine d'amende est exécutée par le greffier, n'est-ce pas? La peine d'emprisonnement est exécutée par le parquet. La peine de mort est exécutée aussi par le parquet. Mais il est bon à savoir que lorsque le juge condamne les délinquants à la peine de mort, le ministère public doit prendre des dispositions utiles pour exécuter la peine prononcée. Mais l'arrêté d'organisation judiciaire de 1979, bien entendu, dit, je crois que c'est 78 ou quelque chose comme ça, précise bien, monsieur Daniel Roland, que avant toute exécution de la peine de mort, il faut la demande préalable de la grâce présidentielle. N'est-ce pas? Oui. Et la demande est adressée à qui? Au président de la République. Voyez-vous? Et donc, ce qui est tout à fait logique, monsieur Daniel Roland, que lorsqu'on prononce la peine de mort, le ministère public doit prendre des dispositions utiles sur l'exécution. Mais avant d'exécuter, il faut bien entendu solliciter la grâce présidentielle. Mais, monsieur Daniel Roland, lorsque déjà il existe un moratoire suspendant l'exécution, excusez, suspendant l'exécution de la peine de mort, est-ce qu'était-il encore utile de pouvoir solliciter la grâce présidentielle à un condamné à mort? J'ai dit non. Non, pourquoi? Parce que la loi dit avant l'exécution de la peine de mort, il faut bien entendu demander d'abord la grâce présidentielle, n'est-ce pas? On demande bien entendu la grâce du président. Est-ce que vous pouvez faire grâce à ces condamnés de bénéficier même de la grâce présidentielle, de commuer sa peine, ainsi de suite? Voyez-vous? Mais il n'était pas non plus demandé, il n'était pas aussi par le passé demandé, on ne demandait pas la grâce présidentielle, justement parce que il y avait un moratoire qui suspendait l'exécution. Donc la demande de la grâce, elle est opportune que lorsque il y a levé du moratoire. Ça c'est de 1. Lorsque la ministre a pris, n'est-ce pas, sa circulaire, les matières, n'est-ce pas, sur lesquelles porte cette circulaire, sont bel et bien précisées. Mais monsieur Daniel Roland, la ministre de la Justice, elle a pris la circulaire en précisant le fait pour lequel l'exécution de la peine de mort peut être effectuée. Il dit en cas de trahison, en cas de haute trahison, il donne l'espionnage, tout, il a donné. Lorsque quelqu'un aussi est condamné pour la criminalité urbaine, hein, les banditismes urbains, la personne qui est condamnée doit être exécutée, n'est-ce pas? Doit être exécutée. Je ne dis pas condamné à mort, parce que la condamnation, c'est sur le prononcé. Lorsqu'on prononce déjà la peine de mort, c'est qu'on a condamné quelqu'un à mort. Mais exécuter maintenant cette condamnation, c'est sur ça que porte le problème. Et donc, on condamne quelqu'un, on dit, écoutez, la ministre a dit que lorsque vous êtes condamné pour le banditisme urbain, ou bien pour espionnage, ou bien pour trahison, vous devez être exécuté. C'est-à-dire, on doit vous tuer, on doit vous pendre, si vous êtes un civil, ou bien on doit vous fusiller. Mais monsieur Daniel Roland, même dans l'hypothèse où la ministre insère le fait, précise le fait, n'est-ce pas? La qualification de fait qui pourront faire objet de l'exécution de la peine de mort au moment où le prononcé le prononcé de la peine a été fait par le juge. Cela n'exempte pas le ministère public à solliciter la grâce présidentielle pour le condamner à mort de faits prévus par la circulaire de la ministre. Voyez-vous? Et donc, ça veut justement dire que la circulaire ne donne pas lieu à une condamnation fatale. Vous voyez? À une exécution fatale. Elle a seulement précisé le fait sur lequel pourront bien entendu porter l'exécution, tout en, n'est-ce pas, en ayant à l'idée que, avant exécuter, même pour des faits sur lesquels porte cette circulaire, il faut d'abord solliciter la grâce présidentielle. Et donc, à votre question, bien entendu, de savoir si le détournement ne pourrait pas non plus faire objet de la condamnation à la peine de mort. Je viens de vous parler d'un principe en droit, le principe de la légalité criminelle, de la légalité pénale. Vous voyez? Donc, pas de peine sans loi,
pas de crime aussi sans loi. Voyez-vous, monsieur Daniel Roland? Et donc, ça veut justement dire, à partir du moment où la loi, le code pénal congolais, condamne, n'est-ce pas, le détournement à une peine de travaux forcés, à une peine de 20 ans, ainsi de suite, cette peine-là est instituée par une loi. Si vous voulez que les détournements puissent actuellement, sous l'ère, n'est-ce pas, ça veut dire on doit instituer aussi une loi quant à ça. Exactement, parce que, étant donné que il n'est pas être prévu de peine et de crimes que celle prévue par la loi, et qu'étant donné aussi que la peine, n'est-ce pas, le détournement est condamné, non pas la peine des morts, mais la peine des travaux forcés, et donc, le juge congolais, n'est-ce pas, ou si vous voulez que l'on condamne à la peine des morts, le juge congolais ne va pas créer de peine, puisque le principe de la légalité criminelle a été institué, monsieur Daniel Roland, n'est-ce pas, pour endiguer, n'est-ce pas, les abus de juges. Les juges ne peuvent pas créer de peine, n'est-ce pas? Mais au moment, je relance, maître Cédric, au moment où, parce que même s'il faut établir ou bien élaborer cette loi, ça doit passer par l'Assemblée nationale. Au moment où l'Assemblée nationale, le bureau définitif n'est pas encore installé. Si aujourd'hui ça relevait d'une urgence pour la République démocratique du Congo, est-ce que c'est possible aussi que les présidents de la République puissent prendre une ordonnance loi? Parce qu'à un moment on dit même la parole du président de la République, ça fait partie d'une loi. Quand il dit quelque chose, ça peut arriver, ça sera logique si le président de la République prenait une ordonnance loi pour justement notifier ou bien élaborer cette permettre aux juges de condamner ces gens qui sont dans cette pratique et puis dans une modalité de la peine de mort. Merci beaucoup, monsieur Daniel Roland. Une question très intelligente, très intelligible. En fait, vous me posez la question de savoir si les présidents ne peuvent pas prendre une ordonnance. D'abord, je vous dis, le président de la République ne peut pas d'abord prendre une ordonnance. Parce que l'expression juridique du président de la République, c'est l'ordonnance, n'est-ce pas? Mais, étant donné que le Parlement a certains, soit retard, dans la procédure de son institutionnalisation, dans la procédure de son investiture, voyez-vous, la loi a permis, d'abord je vais préciser une chose. Il y a le matière qui relève du domaine de la loi. Ces matières sont prévues aux articles 121, n'est-ce pas? Je crois 121 et 122 de la Constitution. La Constitution dit que la matière suivante relève du domaine de la loi. Et le principe tel que prévu relève du domaine de la loi. Ça veut dire qu'il y a une répartition des matières. Le gouvernement, le Parlement ne peut pas statuer sur des matières autres que celles prévues par l'article 121 et 122. Mais je précise une chose, monsieur Daniel Roland. La loi dit, je crois l'article 123, que les matières autres que celles relevant du domaine de la loi sont du domaine réglementaire. C'est-à-dire, le gouvernement statue sur n'importe quelle autre matière, pour autant que cela ne figure pas sur le domaine prévu, le domaine légal, c'est-à-dire les domaines de l'article 121 et 122. Aussi, le gouvernement, quand il veut prendre des matières autres que celles relevant du domaine de la loi, il statue sur base, n'est-ce pas, soit d'une ordonnance, n'est-ce pas, soit d'un arrêté, soit d'un décret. Bref, le gouvernement prend des actes réglementaires. Et les actes réglementaires sont bien entendu, et les actes réglementaires, le président de la République prend des actes réglementaires par voie d'ordonnance, le Premier ministre prend un acte réglementaire par, un décret, le ministre prend un acte réglementaire par l'arrêté. Mais je précise une chose, monsieur Daniel Roland. Quoi qu'il y ait une répartition de matières entre celles relevant du domaine de la loi et celles relevant du domaine, n'est-ce pas, du pouvoir réglementaire,
La Constitution de la République a permis au gouvernement, n'est-ce pas, de prendre, de statuer aussi sur le matière relevant du domaine de la loi. Et en cela, M. Daniel Roland, il faut savoir que la loi, la Constitution a permis au gouvernement de prendre, c'est l'acte que prendraient les gouvernements, n'est-ce pas, pour réguler dans une matière relevant du domaine ou de la compétence normale du Parlement, ne serait pas un acte réglementaire. Vous voyez, je dirais bien entendu, ne serait pas une ordonnance, ne serait pas non plus un décret ou un arrêté. Parce que la loi, la Constitution veut que s'il doit s'agir d'une matière autre, n'est-ce pas, que celle relevant du domaine de la loi, qu'il s'agisse bien, qu'il soit pris bien entendu une ordonnance, un décret, un arrêté, bref, un acte réglementaire. Mais cette fois-ci, vous me demandez si, en fait, cette fois-ci, nous avons besoin de prendre un acte dans les matières relevant dans le sillage, n'est-ce pas, du domaine de la loi. La Constitution permet au gouvernement de prendre, n'est-ce pas, par voie d'ordonnance loi, comme vous le dites, n'est-ce pas, de statuer par voie d'ordonnance loi sur une matière relevant du domaine de la loi. Voyez-vous, on dit ordonnance loi, vous voyez qu'il y a un terme ordonnance, il y a aussi loi. Donc cet acte-là, il ne vient pas directement du Parlement, mais il nous vient bien entendu du gouvernement. C'est une ordonnance, n'est-ce pas, et en même temps une loi. Ordonnance, parce que ça vient du gouvernement, acte réglementaire. C'est pourquoi la doctrine parle parfois, qualifie cela d'un poisson-chat. Poisson-chat parce qu'elle a une double nature. Voilà. Mais cet acte, lorsqu'il est pris, il faut d'abord que le gouvernement, M. Daniel Roland, avant de prendre une ordonnance loi, procéder à une demande d'autorisation, M. Daniel Roland. Il demande l'autorisation qu'il veut prendre, n'est-ce pas, par voie d'ordonnance loi, une matière relevant normalement du domaine législatif, M. Daniel Roland. Et lorsque le gouvernement fait demande l'autorisation, le Parlement doit aussi l'autoriser. Mais dans le cas d'espèce, nous sommes pendant quelle période, M. Daniel Roland? Pendant la période où il y a encore un bureau d'âge. Excusez-moi. Il y a encore un bureau d'âge qui est en train de gérer le Parlement. Et le bureau d'âge a des matières, bien entendu, il y en a 3 ou il y a 5, bien entendu. Bien précises. A des matières bien précises sur lesquelles il intervient. Ok. Le bureau d'âge n'a pas la compétence d'autoriser le gouvernement à prendre par voie d'ordonnance loi les matières qui relèveraient normalement de la compétence du domaine législatif. Voyez-vous, il n'en a pas la compétence. Donc, même dans l'hypothèse où on veut présentement là prendre une ordonnance loi portant sur les matières, n'est-ce pas, du domaine de la loi, on veut pénaliser les détournements à la peine des morts, comme vous le voulez bien, il faut une autorisation préalable parce que la peine, elle est instituée par, n'est-ce pas, la loi, le code pénal. Et si vous voulez bien entendu que le détournement soit assorti de la peine de mort, il faut normalement que le gouvernement puisse solliciter d'abord une autorisation qu'elle veut légiférer en matière de la peine qui doit être assortie à l'infraction de détournement. Il veut modifier le code pénal. Et on va l'autoriser. Si on l'autorise, il faut, cette ordonnance-loi est aussi assujettie à une ratification. Hein. Parce qu'il faut, dès lors que vous terminez à rédiger votre ordonnance-loi, pour laquelle vous êtes autorisé à y statuer sur des matières relevant du domaine de la loi, vous renvoyez ça au Parlement. Le Parlement doit encore ratifier cette ordonnance-loi. À partir du moment où le Parlement ratifie l'ordonnance-loi, cet acte ne peut plus être modifié par un acte réglementaire ou bien par les gouvernements. Puisque étant un acte, n'est-ce pas, reposant sur des matières relevant du domaine législatif, les gouvernements, quand ils déposent ça à la ratification et que le Parlement ratifie l'acte, la modification ne peut intervenir que par voie d'une loi. Donc, le Parlement pourrait modifier, comme bon lui semble, les dits actes. Donc, dans les cas d'espèce, si l'on a besoin de condamner, parce qu'on dit, écoutez, les détournements des biens publics, on entend un peu trop, hein. On a ouï dire qu'il y a 300 millions de dollars qui ont été détournés, 400 millions, 27 millions et autres. Mais comment y pallier? Vous dites, bon, si d'après vous, il faut y pallier par voie, bien entendu, de la peine à y instituer, qui doit être la peine des morts, pour justement inspirer la peur
dans le chef des détourneurs. Et donc, il faut bien entendu, par voie d'ordonnance loi, solliciter d'abord une autorisation. Or, dans les cas d'espèce, il n'y a pas moyen, puisque l'autorisation, M. Daniel Rolland, ne saurait être donnée par le bureau d'âge. Peut-être en attendant, on peut attendre qu'il y ait le bureau définitif. C'est ainsi qu'il pourrait avoir cette compétence. Alors, Maître Cédric, dernière question pour terminer l'émission. Aujourd'hui, certaines personnes pensent qu'il faudra un changement des régimes dans notre pays. Il faudra une révision pour les uns, un changement de la constitution pour les autres, parce qu'on dit par exemple la nomination de l'actuel Premier ministre, ça a pris beaucoup de temps parce qu'il fallait qu'on puisse identifier la majorité et puis tout doit passer par les parlements, tout passe même quand nous sommes devant une urgence, il faut seulement les parlements, tout ça, et d'autres personnes pensent qu'aujourd'hui qu'il y a la nécessité de la révision de la constitution de la RDC, un changement du régime, passer par exemple d'un régime semi-présidentiel à un régime présidentiel justement pour donner le plein pouvoir au président de la République de commencer en lui-même de traiter certaines matières qui aujourd'hui a une obligation, des obligations de passer toujours par le Parlement. Bon, en fait, tout dépend de l'opportunité. Tout dépend en tout cas de l'opportunité. Vous savez, il y a certaines responsabilités qui sont conférées au président. Et donc, je pense que la RDC, dans le cadre du régime dans lequel nous sommes, semi-présidentiel, comme vous le dites. En fait, il y a le Parlement qui a un pouvoir, il y a aussi le président qui a le pouvoir. C'est lui qui nomme le ministre et autres. C'est qui? C'est le président de la République, bien entendu. Ouais. Mais les ministres les premiers ministres doivent être issus de quoi? En fait, c'est ce qu'on a voulu. Donc, les règles constitutionnelles ont été posées selon qu'ils régulent le pouvoir public. Et donc, le pouvoir public, pour bien faire les choses, il y a certains contentements que la Constitution a prévus, n'est-ce pas? Et la Constitution dit, écoutez, il faut que le Premier ministre soit issu de la majorité parlementaire. Il faut identifier cette majorité. Et vous voulez, d'après vous, que nous révisions la Constitution justement pour permettre que le Premier ministre soit nommé. Vous savez, Monsieur Daniel Rolland, au Sénégal, où il y a eu, je crois bien, le président a nommé les gouvernements. En tout cas, ça n'a pas pris du temps. Ce n'est pas parce qu'ils sont sous les régimes présidentiels, non. Mais plutôt parce que le président le veut ainsi. Pour faire rapidement les choses, vous croyez que c'est question de régime? Ça ne va rien résoudre. Ce n'est pas question de régime. Parce que nous ici, si monsieur, comment il s'appelle, monsieur Kabouya, avait fait son travail en toute célérité et que en tant qu'informateur en toute célérité et que le président doit normalement nommer les premiers ministres, on l'a nommé. Ça a pris du temps, certes, mais est-ce que ça dépendait de ces temps-là, les 3 mois de janvier en décembre? Voyez-vous, Monsieur Daniel Rolland? Et aussi, vous savez, le peuple congolais n'a pas besoin de toutes ces histoires. Révisons la Constitution, faisons cela. Non, le peuple congolais a besoin de son social. Le peuple congolais a besoin que le ministre qui vont gérer notre pays ou qui gère notre pays puisse avoir un cœur d'État, un cœur d'un patriote. Vous voyez? Et non le cœur de celui qui vient pour détourner les deniers publics. Et si vous voulez bien entendu mettre frein à certaines dérives, la réponse ne serait pas de chercher comment on réviser, modifier la Constitution, tout ça, mais la réponse reposerait justement sur la volonté de bien faire, la volonté de mettre en place des mécanismes pour satisfaire le bien-être collectif, le bien-être social. Voyez-vous, Monsieur Daniel Rolland? Donc, je crois à suffisance de conviction que la solution ne repose pas sur la révision de la Constitution, justement pour permettre à ce que le Parlement ne puisse pas avoir le pouvoir, pour extirper du pouvoir du Parlement la règle qui nous oblige de prendre le Premier ministre que de la majorité, n'est-ce pas, parlementaire. Non, c'est pas ça la solution. Donc la solution repose sur la rigueur dans le politique public à concevoir pour atteindre pour satisfaire l'intérêt général. Alors, belle conclusion des maîtres Cédric, hein. C'est bien
d'ici avec ces paroles géniales de Maître Cédric en nous bouclons cette émission. C'était un réel plaisir pour moi une fois encore de vous retrouver pour vous présenter cette émission. Maître Cédric, une fois encore merci d'avoir répondu à notre invitation et à toutes nos questions. Je vous remercie tant, monsieur Daniel. Quelqu'un m'a dit, Maître Cédric qui est à l'Obaga français, banditi sous l'Obata. En tout cas, tout dépend du registre de l'émission. Si on fait ça sous un registre un peu soutenu au courant, c'est parce que vous le voulez, c'est vous l'organisateur, mais prochainement, si on le fait aussi en français, en lingala, ça ne dérangerait pas. Mais on va justement mettre un peu, mixer un peu. Oui, bien sûr, je suis un Congolais. Vous savez, on sait que la langue véhiculaire de la science au Congo, c'est le français. Mais néanmoins, les questions sur lesquelles nous venons expliquer ou bien donner réponse, ce sont des questions qui portent sur la science. C'est normal. Moi, on a pu sur un message. Merci beaucoup. Prochainement, en tout cas. Alors, merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. On va se retrouver les samedis prochains avec Maître Cédric, notamment avec d'autres thématiques concernant le juridisme en République démocratique du Congo. Restez-nous toujours fidèles. Que vive la République, vive la RDC. Merci au maestro Issa Kazaka et Narcisse Kabea qui nous ont aidés pour qu'on puisse arriver dans vos salons ou bien sur YouTube, que vous puissiez suivre cette émission. À la prochaine. Merci.